Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de la belle région Saint-Basile-le-Grand qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on vous présente une voiture dont le nom est inspiré de la vallée Monterey en Californie. C'est une voiture également produite entre 1952 et 1974 et le logo est inspiré du dieu grec Mercury. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Mercury Monterey 1957 et je vous la fais découvrir avec M. Yves Lemonde. Dans les années 50, General Motors domine outrageusement l'industrie automobile américaine. Alors que celle-ci dispose, avec les gammes Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick et Cadillac de plusieurs empattements, Ford ne dispose que des châssis de Ford et Lincoln. De plus, les Mercury partagent plusieurs pièces avec la Ford. 1957 voit donc arriver une nouvelle Mercury avec ses propres composantes, châssis et carrosserie. Elle est dorénavant plus longue, plus basse, plus large et offre plus d'espace. Une suspension maintenant appelée Air Cushion, disponible en option, possède des coussinets à air agissant comme des pneus. La Mercury est disponible en 3 séries, Monterey, Montclair et la luxueuse Turnpike Cruiser. Cette dernière est équipée d'une lunette arrière pouvant s'abaisser. Les versions disponibles sont les 2 et 4 portes sédan et hardtop, décapotables et familiales. La Mercury Turnpike Cruiser fut choisie comme pace car pour les 500 000 d'Indianapolis. Les prix s'échelonneront de 2 576 $ à 4 103 $. Monsieur Lemonde, vous êtes propriétaire d'une Mercury. Oui. Une Mercury très rare, une 57. Oui, c'est en fait une Monterey, c'est ce qui fait sa rareté. Effectivement, on en voit très peu sur la route. Honnêtement, c'est la première que je vois en personne. Voiture significative pour l'industrie américaine. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir les premiers contacts entre l'automobile et vous. Si on recule dans le temps un petit peu, jeune enfant, c'est quoi vos premiers souvenirs? Bien, moi, je me souviens d'avoir vu une photo de ma mère qui me tenait dans ses bras, mais c'était des années 64 à peu près, qui avait une Ford, je me souviens plus exactement du modèle, elle était noire. Et puis, donc, c'est vraiment... dans l'automobile, je vous dirais que c'est au secondaire, avec le fameux film Grease. Ça m'a vraiment marqué, cette époque-là. C'est vraiment là que ça a commencé, la passion. Oui, c'est vraiment là que ça... Petit souvenir d'enfance avec maman, mais c'est pas ça qui a réveillé la passion. Non, absolument pas. Le film Grease, c'est un film important qui souligne une époque importante qui est l'après-guerre, les années 50. Absolument. Et cette période-là vous touche particulièrement? Oui, parce que, bon, c'était le rock'n'roll, c'était dans le temps d'Elvis Presley, etc. Donc, il y avait beaucoup de... Et puis, j'ai mon épouse aussi qui faisait de la danse rock'n'roll acrobatique. Et tout ça, qui se rapprochait toujours dans ces années-là, les 50, avec les jupes à crénoline, etc. C'est une belle période. C'est une belle période qui m'a vraiment approché. C'est pour ça que je voulais avoir une voiture qui représentait cette époque-là. Je reviens un peu sur ce que votre épouse faisait à l'époque. On parle de quelle année lorsqu'elle faisait ça? On parle des années 80, peut-être un peu avant, les années entre 70 et 80. Bon, c'est vraiment la période de Grease qui a comme fait Absolument. Une nouvelle vague, effectivement, parce que les gens des années 50, à cette époque-là, là, on parle Grease 1978 environ, ces gens-là étaient rendus à se rappeler des souvenirs.
Absolument. Donc, c'est pour ça que c'est là que vraiment ça a commencé. Je ne regardais pas vraiment pour une voiture dans ce temps-là, mais j'ai vraiment aimé la musique, le rock'n'roll, etc., dans ces années-là. Donc, la voiture, à quelque part, ça vient pour vous faire un supplément pour appuyer cette période-là. Exactement. Puis, c'est vu aussi l'âge que j'ai, c'est pas nécessairement, je suis né en 61 et non en 57, mais ça rapproche quand même, là, j'aimais mieux les modèles, la découpe et tout ça, les courbes du 50, dans ces années 50. Là. Puis notre génération aussi, voulant en savoir un petit peu plus sur cette époque-là, l'époque des années folles, parce qu'on sait que nos parents ont touché à ça, puis par la bande, ça nous intéressait pour savoir un peu ce que nos parents vivaient à l'époque. Je n'ai pas été attiré par ça nécessairement. Moi, vraiment, les voitures, c'était plus des voitures sport, un peu comme les jeunes de notre époque, faire de la vitesse, etc. Mais moi, c'était vraiment de me retrouver avec une voiture. Quand on rentre dedans, on rentre dans le passé. Le bruit du moteur, c'est pas le même, etc. La conduite, c'est pas la même. Donc, on est vraiment dans une machine du temps, si on veut, un time machine. Donc, c'est le À cette temps de se époque-là. dépayser, d'avoir du plaisir. Absolument. On se promène sur la route tranquillement avec de la bonne musique des années 50, puis Exact. on fait un passage dans le temps. Exactement. Cette année, dans le volet de Mario Lacroix, mais on présente une série sur l'histoire des VR. Mais tout d'abord, on va parler de l'histoire du camping, Mario. Oui, tout d'abord, pour replacer les gens, avant de parler de VR, on va parler de camping, naturellement. Donc, le camping, le mot camping vient du terme anglais camping site, mais en Europe, on disait faire campo. Faire campo, c'est une expression qui voulait tout simplement dire c'était la fin de l'année scolaire, donc les enfants pouvaient aller travailler sur la ferme avec leurs parents. Un beau cadeau. On est loin du camping, Oui. mais c'est devenu comme ça. Et plus tard, au 19e siècle, bien, le terme camping a vraiment fait son apparition. Bon, ceci étant dit, le camping à cette époque-là, c'est pas le camping qu'on connaît aujourd'hui. Pas du tout. C'était très, très rustique. Alors, on n'avait pas vraiment d'équipement. C'était des fabrications un peu old-made, à la main, excusez-moi. Mais bref, c'était ça. Et c'était uniquement réservé, pas être réservé, mais pratiqué, je dirais, plutôt par la bourgeoisie, L'élite. l'élite, parce qu'on s'entend que la vie était tellement dure à cette époque que les gens, aller dans le bois là, avec une tente, ça ne leur tentait pas vraiment. Alors qu'aujourd'hui, c'est un moyen économique de changer d'idée. À l'époque, c'était prestigieux de Puis partir. il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, dans les années 30, 40, on a vu apparaître les 2 semaines de vacances payées. Ça a changé de Le bonheur. fameux 4 Oui. Donc, tu ne te ramassais pas sans salaire, donc tu pouvais comme avoir un peu plus de sous pour aller faire ce loisir. Pour les gens qui sont plus jeunes, il faut le dire, il n'y avait pas de vacances à un moment donné. On parle du début du siècle. C'est ça. Les vacances n'existaient pas. Donc, le 2 semaines a Les créé quelque conditions de chose. travail n'étaient pas les mêmes non plus. Pas du Bon, tout ça est arrivé un peu en même temps. Aux États-Unis, plus années 40, on a vu l'apparition de belles roulottes, de beaux véhicules récréatifs apparaître. Mais chez nous, au Québec, on est arrivé un peu plus sur le tard, ce qui est la normalité, il faut le dire. Si bien qu'en 1940, on a vu l'apparition du premier terrain de camping au Lac-aux-Sables, le camping Pronovo. Il faut attendre quand même un bon bout de temps. Un là. bon bout de temps. Et ça a été 22 ans plus tard, en 1962, on a vu l'apparition de l'Association de camping caravaning qui a fait son apparition. Et à cette époque-là, on avait 95 terrains seulement de répertoriés au Québec. Aujourd'hui, on en a plus de 1200. Quand même, c'est une grosse progression. Là. Qu'est-ce qui a vraiment aidé à l'établissement de terrains de camping, de nouveaux terrains? C'est Expo 67. Bon, on se rappelle qu'il y a eu beaucoup de monde, mettons. On avait un déficit d'hébergement, c'est sûr. Exact. C'est une foule de gens qui s'en venaient de l'extérieur. là. Et l'événement avait lieu en été, donc on a vu l'apparition d'une multiplication de terrains de camping qui est arrivée. Et de fil en aiguille, ce loisir a pris vraiment de l'ampleur. Une petite anecdote comme ça, en 1970, ça coûtait 1,35 $ par jour pour faire du camping. Et que c'est pas cher. 145 $ pour être saisonnier. Aujourd'hui, c'est environ entre 2500 et 3000, même plus que ça pour être saisonnier, 4 mois par année, là. On voit qu'on n'a s'entend. pas suivi l'inflation. Là. Ça a monté plus vite. Là. Et voilà. Et en 1988, chose normale, on a vu l'apparition du premier salon de VR, de véhicules récréatifs au Québec. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une passion qui a rejoint
vraiment beaucoup de gens. Qu'on parle d'un gros VR ou d'une petite tente, il y a beaucoup de gens concernés. Dans les prochains épisodes, là, on va parler vraiment de véhicules récréatifs à partir des années 1900 à venir aux années 70. Vous allez voir des affaires assez surprenantes. Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion. En 1957, Louis-Alexandre Bellil publie le Dictionnaire général de la langue française du Canada, qui présente le français d'usage traditionnel, mais aussi les expressions de la langue orale canadienne. Cet ouvrage, contenant près de 60 000 mots, deviendra un modèle du genre. Bellil recevra d'ailleurs le prix de la langue française de l'Académie française l'année suivante. Le 28 mars, le prototype CL-28, ou Argus, le plus gros avion jamais fabriqué au Canada, sort de l'usine Canadair et effectue son premier vol. Le 14 décembre, le maire de Québec, Wilfrid Hamel, assiste à l'ouverture officielle du nouvel aérogare de l'Ancienne-Lorette en compagnie du ministre fédéral des Transports, George Ease. Au moment de l'inauguration, l'achalandage du trafic aérien comptait plus de 6 000 départs et atterrissages par mois, soit près de 75 000 par année. Aujourd'hui, ils sont estimés à plus de 1,5 million annuellement. Monsieur Lemonde, on a vu tantôt un peu votre enfance par rapport à l'automobile. Là, on va parler un peu plus de l'histoire de la marque, de l'histoire de la voiture. Puis ça, on va se promener un peu en automobile. On va faire un tour ensemble? Bien certain. Monsieur Lemonde, pour la division Mercury, elle a été créée par Edsel Ford à l'époque, un peu pour répondre aux besoins de Buick, qui était dans un segment un peu de marché différent. Il y avait Chrysler aussi qui était dans ce segment de marché-là. Et il y avait un manque à ce moment-là chez Ford. Il y avait Lincoln qui avait été acheté en 1922 et qu'Edsel Ford gérait. C'était un gars de bon goût, Edsel, alors qu'Henry Ford était plus un bonhomme de terrain qui voulait produire des voitures pas chères. Edsel était beaucoup plus vers le haut de gamme. Puis c'est lui qui a décidé de créer la division Mercury en 1939 parce qu'il voulait pallier au manque qu'il y avait entre, effectivement, il ne pouvait pas couvrir le marché de Buick et de Chrysler. La voiture... soit dit en passant, c'est une voiture qui est quand même confortable sur la route. C'est quand même silencieux, puis c'est une voiture qui est quand même à vitesse raisonnable, qui est sécuritaire. Oui, absolument. C'est vraiment... c'est sûr qu'il faut s'habituer à la conduite. La conduite n'est pas la même. Il faut donner des coups de volant un peu si on veut. Ainsi que les freins, vu que c'est des freins en tambour aux 4 roues, il faut s'y prendre un peu d'avance. Donc, c'est pas la même technologie. Il faut s'habituer à cette technologie-là. Il faut le dire aussi, pour ceux qui n'ont jamais conduit des 4 freins en tambour, c'est un système de freinage qui, oui, est efficace, mais qui peut, en situation d'urgence, on appelle ça glisser, plafonner à un moment donné. Absolument. Donc, c'est vraiment s'y prendre d'avance. Faut prendre au moins 2 voitures d'avance là, pour être sûr de son coup, pour arrêter comme il faut sur la ligne, là. Donc, c'est vraiment une autre conduite qu'il faut s'habituer. Il faut vraiment s'habituer à la voiture. Également, on remarque aussi au niveau des couleurs. C'est une époque où on travaillait beaucoup les couleurs, qu'il y avait des gens qui étaient engagés par les compagnies justement pour trouver des matériaux différents, agencer des couleurs. Puis on le voit dans ces modèles-là. Il y a un grand choix de couleurs. Je pense que C11 peut agencer des couleurs de toutes sortes de façons à l'extérieur de la voiture. On peut faire des 2 tons. Absolument, mais cette voiture-là, j'ai pas vu de voiture en 1 ton seulement. C'est vraiment toutes des 2 tons pour ces années-là. Donc, c'était leur particularité. Il y a aussi un volet qui est travaillé sur cette voiture-là qui est peu commun pour l'époque, c'est l'aspect sécuritaire. Normalement, dans les voitures de l'époque, les tableaux de bord sont très peu rembourrés, c'est du métal, plutôt dangereux. Là, on met un effort pour rendre la voiture un peu plus sécuritaire. On y met des protections pour permettre à la personne, s'il y a un impact, de pouvoir se protéger. Mais c'est pas la mode à cette époque-là. Les gens en veulent pas vraiment. Non, ils ont essayé de percer le marché avec ça, mais je pense qu'ils ont quand même bien réussi avec
Avec le fameux padding, c'était de façon sécuritaire, surtout que les bancs sont longs. On pouvait asseoir plusieurs personnes à l'avant à cette époque-là. Donc, ça était comme une sécurité, si on veut, pour ce type de véhicule-là. C'est sûr qu'on n'est pas à l'époque des coussins gonflables, on est loin de là, mais c'était comme un peu l'initiation du volet sécuritaire, puis qui a pris beaucoup d'ampleur dans les années 90-2000. Là, c'est devenu, la sécurité est rendue maintenant vraiment un item important dans l'achat d'une voiture. Absolument, comme on voit celle-là, elle n'a pas de ceinture de sécurité encore à cette époque-là. Donc, c'est ça, effectivement, c'était comme... le padding, c'était quelque chose qui... Après ça, ils ont mis des ceintures, je pense, à partir de 58 ou 59. Mais dans le 57, il n'y en avait pas encore. Donc, les volets sécuritaires sont améliorés dans le temps. Super. Bien, nous, on se retrouve sur le plateau. On va continuer notre entrevue. Merci pour la belle balade. Ça fait plaisir. Merci pour le tour. Voiture très souple, confortable à l'américaine. C'est doux. C'était vraiment la clientèle, c'est ce qu'ils voulaient dans le temps. Oui, ils cherchaient plus à avoir le modèle 57, ils ont abaissé le châssis parce qu'avant, le châssis était plus surélevé. Ils ont décidé de baisser et naturellement, ce qui donne en sorte que c'est une voiture qu'au niveau de la suspension qui est comme un bateau, c'est-à-dire que c'est vraiment de la façon qu'elle était fabriquée. C'est une voiture qui était quand même assez lourde pour l'époque. Et celle-ci a mentionné que c'est une 57,5 parce qu'il y a 4 qu'on appelle communément H-beam à l'avant. Donc, les 57 avaient seulement que 2 H-beam en avant, tandis que là, il y en a 4. Donc, c'est ce qu'on appelle le 57,5. Alors, la Mustang a aussi sorti son modèle 64,5 à l'époque. Probablement que c'était une pratique de Ford de sortir des modèles mi-saison à cette époque-là. Oui, probablement. Au niveau de la ligne, très Oui. distinctive aussi, Oui. c'est une ligne américaine mais qui se distingue. Elle est différente des autres. Elle est comme compartimentée. On travaille beaucoup sur le design. Hein? Oui, il y a beaucoup. Le Mercury, si on voit les côtés à l'arrière, ça représente dans le temps Mercury, qui est les astres. Oui. C'est une fusée. Donc, et puis, ce qui arrive, elle avait l'option, il y a du doré après. Donc, OK. ça venait, ça aussi en option. Ordinairement, c'était peinturé. En plus, c'est une voiture qui était faite en Ontario. OK. Et c'est une voiture canadienne. OK. Exactement. Et on la différencie par le Monterey. L'inscription Monterey est en dessous de l'aile, si on veut, tandis que les modèles américains, ils étaient sur le dessus. C'est ce qui distinguait les deux noms. Oui, il y a plusieurs petites choses qui faisaient la distinction, mais c'est la majeure qu'on peut voir, là, si c'est une voiture canadienne ou américaine. Parlons un peu de la planche de bar, qui est distinctive aussi. C'est Oui. pas une aiguille comme les autres voitures. Non, c'est carrément un curseur qui se déplace. C'est une ligne rouge qui se déplace. Et puis, aussi, c'est les modèles, si ma mémoire est bonne, en 57, c'est la première fois qu'il sortait le push-button, qui est une transmission qu'on pèse pour le drive, le reculon, etc., le neutre. Donc, c'était innovateur dans le temps. Et puis... C'était pour ouais. compétitionner aussi Chrysler qui arrivait avec ce genre de transmission-là, si je ne me trompe pas. On était dans le mode des transmissions à poussoir à l'époque. Oui, probablement, mais je sais qu'il y avait aussi à colonne. Mais donc, je pense que pour cette époque-là, le push-button était innovateur. Oui, c'était en à la 57, mode. absolument. C'était à la mode. Et moi, j'adore les courbes de ce modèle-là, que ce soit qu'on parte de la valise à l'arrière qui fait vraiment un... Dans le centre, si on regarde, c'est creusé, ça monte jusque sur le toit. Quand on ouvre la porte aussi, la portière, on voit la fusée qui continue dans le bas des portes, dans le bas du banc en tant que tel. Donc, c'est tous des petits détails qui font en sorte que moi, je la trouve comme sexy, si on veut, avec les courbes, oui. etc. Puis, elle joue bien, le thème de l'époque était l'exploration spatiale, dont les noms Mercury, Comet et tout ça. On voulait être dans le vent aussi. Absolument. Puis je pense qu'ils ont bien réussi la chose.
Merci beaucoup, M. Lamont, de nous avoir fait découvrir votre Mercury 1957. C'est un plaisir. Petite œuvre d'art, puis merci de nous en avoir appris autant sur la voiture. Ben, ça me fait plaisir, monsieur. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. Cette semaine à Passion Auto Rétro, mais on rencontre Marc d'Hypertech qui va nous parler d'huile. Bonjour Marc. Hey, salut Eric, comment ça va? Ça va super bien, toi? Good, excellent. As-tu remarqué que j'ai grandi un petit peu dans la dernière saison? J'ai remarqué ça. Je trouve ça étrange même. C'est pinard, mon cher. Mais je crois que ça s'est passé même comme aujourd'hui. Oui, oui, c'est instantané. Poussée de croissance. Hey, Marc, on va parler cette semaine d'huile, bien sûr. Ouais. Des huiles pour les muscle cars et aussi les hot rods. Ouais. Muscle car, hot rod, véhicule classique, tout ce qui est véhicule qui a un certain âge, si tu veux. Qu'est-ce qui caractérise une huile, justement, qui est spécifique pour ce genre de produit-là? Qu'est-ce qu'il y a dans les ingrédients qui fait que c'est spécifique à ces produits-là? Ben, à cette époque-là, on employait des cams, des roller cams, etc. Et puis, les mécaniques étaient différentes. Puis ça demandait un taux de zinc plus élevé. Les huiles moteurs d'aujourd'hui ont un taux de zinc qui est beaucoup plus bas. Pour quelle raison, par curiosité? C'est des questions de... Écoute, ça a à voir avec l'environnement, ça a à voir avec les nouvelles normes. Question Tout de ça normes. est interrelié dans les normes, OK. qui sont de plus en plus exigeantes. Et puis, il y a des nouvelles manières de faire les choses, mais les anciennes manières, ben, le bon vieux zinc, ben, il y a encore sa place dans les vieux moteurs. C'est comme nécessaire. Donc, il est à propos, avec un moteur, on s'entend, d'un certain nombre d'années, on met de l'huile avec du zinc spécialisé. C'est obligatoire, surtout dans moteur haute performance. Le zinc, sa caractéristique dans l'huile, lui, c'est quoi? C'est un lubrifiant? C'est un lubrifiant. En fin de compte, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'antifriction. C'est un produit qui, par une réaction chimique, se plaque au métal. Et plutôt que d'avoir un contact métal-métal, tu as un contact film de zinc à film de zinc. OK, c'est ça que tu as caractéristique. Fait que ça permet une usure du moteur plus ralentie. Dans le fond, il y a moins de friction, moins d'usure. Exactement. Petite question sur le produit, OK? AHP pour haute performance? Ouais, HP SYN, ça veut dire synthétique haute performance en français. OK. Alors, c'est une question des huiles de base, une classification qu'on a donnée à nos produits. Et ça, donc, c'est des huiles de base groupe 3 et PAO qu'on a là-dedans. Donc, dans le fond, ce qu'on a à faire, on a une voiture antique avec un moteur V8 ou peu importe la cylindrée. Voici le type de moteur, on consulte, puis tu vas nous adapter l'huile qu'il faut pour que notre moteur puisse durer. Ouais, exactement. Là, on va se déplacer vers une tabarouette de belle voiture, une voiture qui est significative pour toi. Nous, on se retrouve dans quelques secondes un petit peu plus loin. Super. On pourrait dire le petit rêve est devant nous. Ouais. Un Nova SS, on s'entend, Big Blocks, certain. Oh, c'est un vrai Big Block. Parle-moi-en un petit peu. Écoute, c'est un Crate Engine de GM 572. Un 572 720 original, 720 HP, mais qui a sorti sur le dyno 768 forces, 705 livres de torque. C'est un monstre de moteur. Carburation Demon 1090 CFM. Transmission TH400, 12 bolts en arrière, guiré 373. L'auto de Jean Lessard, un bon ami, qui est vraiment superbe, très bien conservé. C'est une petite perle, honnêtement. Ah, vraiment. Là. Déjà, le Nova SS, ça faisait rêver tout le monde à l'époque. Celui-là, mettons qu'il est aux vitamines. Ah, il est vraiment beau. Je voulais faire un petit parallèle par rapport à ce qu'on parlait tantôt. On parlait d'huile pour ce genre de voiture-là, d'huile minérale versus synthétique. On a parlé de synthétique. Dans ce cas-ci, mais ça pourrait être autre chose. Ouais, ben, dans ce moteur-là, il y a ce produit-là ici, la 2050 HP SYN. J'en rends ça depuis quelques années. Puis, il y a un super bon rendement. Alors, tu as la résistance plus grande des huiles synthétiques,
avec le taux de zinc élevé, etc. C'est une huile parfaite pour ce type de moteur-là. Parfait. Puis, ça pourrait être un choix d'aller également dans le minéral. Le minéral ferait aussi bien. OK, parfait. On aurait le taux de zinc similaire. Il y aurait juste les huiles de base qui changeraient, sincèrement. Super. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Passion Autorétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion. Eh bien, c'était Éric Fortier. Bien, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro.